Le fils de Molière de Annie G. Chapitre 24. Avril 1671. On ne tarda pas à recruter un nouvel accessoiriste et la vie reprit sereinement. Molière se remit à écrire. Quant au jeune homme, il retourna à ses soirées à l'hôtel de Condé chez le duc d'Enghien. Marie de Brioux l'avait abandonné. Il fut surpris de l'oublier bien vite. Il ne lui fallut que quelques jours pour se défaire de cette passion pour elle. Peu après, il rencontra Hortense de Landy, une jeune veuve fort libre qui dépensait effrontément et savait aimer de même. Les gains au jeu de Michel lui permettaient de paraître en société et le duc, son hôte, ne lui demandait en échange que quelques pitreries, de déclamer parfois pour ses invités et de toujours montrer de l'esprit. Il se leva un beau matin, un goût de bonheur aux lèvres, le temps de se préparer, et le jeune homme se rendit au bureau pour retrouver Molière. En ce moment, l'auteur mettait la dernière main à sa nouvelle comédie, Les fourberies de Scapin. Comme il n'y travaillait pas, Michel parcourut les jardins à sa recherche pour y rencontrer âmes qui vivent. Un peu inquiet, il gagna la cuisine. Il y découvrit la Forest avachie, les coudes sur la table et le visage dans les pommes, devant un verre de vin. La servante, d'ordinaire si joviale, affichait un air abattu. « Molière n'est pas levé ?» demanda-t-il. « Non, point encore. Il est pourtant 10 heures. Est-il souffrant ? Que nenni. Alors quoi ? Je vais le réveiller. Donne-moi son lait chaud. Je le lui apporterai. » Mais la Forest s'écria. « Garde-toi bien de le déranger, il n'est pas seul. » Michel lui lança un regard étonné. « Il discute avec Chapelle ou avec Lully ?» La servante ébaucha une grimace. « Il est avec sa femme. Elle a passé la nuit ici. Ils se sont réconciliés. » À voir sa tête, la vieille ne pensait pas du bien de ses retrouvailles. D'ailleurs, elle ronchonna. « Cela n'apportera rien de bon, je le crains. Elle va encore nous le rendre malheureux. » Michel lui sourit. Molière aimait sa jeune épouse. Quant à Armande, elle avait reconnu éprouver des sentiments pour lui. Si le couple pouvait faire table rase des querelles et s'offrir quelques moments de bonheur, pourquoi pas ? « Eh bien, jeta-t-il, laissons nos amoureux à leurs amours. J'irai seul au théâtre. Je ne joue pas aujourd'hui, mais j'aiderai à préparer la salle. » Devant le mutisme de la servante, il lui planta un gros baiser sonore sur la joue et se mit à rire. « Allez, quitte cette mine catastrophée. Il sera toujours temps de s'inquiéter plus tard. » Cet après-midi d'avril 1671, on donnait l'avare. « Michel, Armande te demande. » La troupe était sans dessus-dessous, comme avant chaque représentation. Peu à peu, la salle s'emplissait. Au parterre, s'entassaient debout, valets, pages ou mousquetaires, tandis que gradins, loges et banquettes se peuplaient des gens de qualité. Michel alla frapper au local des comédiennes. Armande se leva d'un bond en l'apercevant. « Je n'ai plus de blanc !» s'écria-t-elle en montrant son pot à maquillage vide. « Marie, notre habilleuse, est occupée à faire l'ouvreuse. Va vite m'en chercher. » Ses deux compagnes, Catherine de Brie et Jeanne Beauval, haussèrent les épaules d'un air agacé, les yeux au ciel. Catherine lança d'un ton railleur. « Armande, vous en avez déjà tellement sur la figure qu'on dirait une vieille coquette plâtrée. » Armande, vexée, posa le pot de maquillage d'un geste sec avant d'attaquer. « De quoi vous mêlez-vous, Catherine ?» Mademoiselle de Brie, prudente, préféra regarder ailleurs. Michel ne se formalisa pas du tour que prenait la conversation. Plus l'heure de l'entrée en scène approchait et plus les comédiens étaient tendus. Si certains paraissaient calmes, d'autres ne pouvaient s'empêcher de crier. Armande était de ceux-là. « Comment est le public ?» s'inquiéta Jeanne. « Il est remuant aujourd'hui. » « Encore combien de temps ?» le coupa Armande. « Un quart d'heure. »« Allez, laisse-nous » lui souffla Catherine avec un sourire. « Je vais donner de mon blanc à Armande. »« Merci, » dit-il en sortant. « Je file aider à la caisse. » Les bruits de la salle se faisaient plus nets, cris, rires, appels en tout genre. L'entrée était un des problèmes du théâtre. Beaucoup de personnes pensaient inutile de payer leur place. Les mousquetaires parce qu'ils appartenaient à la maison du roi, et les valets parce que leurs maîtres étaient des grands du royaume. Quant au peuple, il ne voyait pas pourquoi, si les valets entraient gratuitement, ils n'auraient pas le droit d'en faire autant. Michel traversa le parterre en jouant des coudes. S'y tenir debout échauffait les esprits. Les bagarres étaient fréquentes, les insultes et les vols aussi.
Commencez, hurlait-on en tapant dans les mains. Michel, l'arrêta Lagrange, on t'attend pour le lever du rideau. Le temps de regarder les coulisses, et le jeune homme aperçut Molière qui se dirigeait vers lui. Costumé en harpagon, d'une austère veste noire, il s'était coiffé d'une hideuse perruque grise. La brave Laforest courait derrière lui, un chapeau noir à la main. Il s'en couvrit et ordonna. « Allons-y !» Michel saisit le brigadier de bois pour frapper le sol de 12 coups. 3 autres venant du côté opposé lui répondirent. Tout le monde était prêt. Le rideau s'ouvrit. Moment magique. Derrière lui, dans les coulisses, il entendit les comédiens gémir. « J'ai mal au ventre, disait Armande. « Seigneur, faites que je n'ai pas de trou de mémoire, priait Catherine en se signant. » Les acteurs de la première scène entrèrent sur le plateau. Seule la ligne des chandelles les séparait du parterre, bruyant et agité. « Ah !» fit la foule avec ravissement. Molière se concentra, maîtrisant son souffle par saccades. « J'entends sa voix, éloignons-nous un peu. » Et il pénétra sur scène. « Hors d'ici, tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas, » dit-il en marchant à grands pas. Son entrée fut accompagnée d'applaudissements et de rires. Pourtant, 1 minute plus tard, tout bascula. D'abord, quelques cris désobligeants s'élevèrent, puis, à chaque fois que le comédien prenait la parole, un chahut montait du parterre, lui coupant ses effets. « Ouh ! Squelette ! Cocu ! Ouh !» Dans les coulisses, Michel entendit ses collègues discuter entre eux avec effroi. « Une cabale !» s'écria Armande en examinant le public. « Vous avez raison !» jeta la Torillière. « Ils se sont concertés pour agir d'un si bel ensemble. »« Regardez !» lança Catherine en montrant les banquettes installées de part et d'autre de la scène. Un spectateur richement vêtu s'y trouvait assis au milieu d'une dizaine d'autres privilégiés. Il semblait fasciné par Molière. Pourtant, à chaque réplique, sa canne frappait le sol. À chaque coup, les cris s'élevaient dans la salle. « C'est bien une cabale !» s'indigna Armande. « On a dû soudoyer le parterre pour nous huer. » Michel se concentra sur l'homme à la canne. Il le connaissait. Où l'avait-il vu ? Il chercha dans sa mémoire. « C'est lui qui les dirige. Saisissons-nous de lui. »« Non !» le coupa Armande. « Car à coup sûr, nous aurions une émeute. » Le mot fit peur. Il y avait 300 personnes, debout devant la scène, entassées, assoiffées ou déjà éméchées. C'était une vraie poudrière. « Viens ça que je vois, montre-moi tes mains » s'égosilla Molière. Un concert de braillements et autres hennissements s'éleva, couvrant la voix du comédien. Quelques protestations timides leur répondaient, sans que cela ne change rien. « Arrêtons la représentation » s'écria Lagrange. « Remboursons le public. » « Et comment allons-nous régler les machinistes, les musiciens » s'indigna Armande. « Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avariceux » lança Molière sur scène malgré un récital de bêlements. « Assez » hurla un officier dans la foule. « On veut suivre la pièce » Des cris de basse-cour lui répondirent. Puis, en un instant, ce fut le chaos. Outragé, le soldat sortit son épée. « À moi, les mousquetaires » brailla-t-il. Comme un seul homme, ses congénères, mais aussi les gardes françaises et le chevau léger, chargèrent les perturbateurs, frappant du poing et du plat de leurs armes. Molière regagna les coulisses. « Vite, faites chercher la police !» La bagarre devenait générale, mais 5 interminables minutes plus tard, le calme était rétabli. Les soldats avaient mis au pas les agitateurs, qui avaient déguerpi, et la foule hurlait en tapant dans les mains. « Reprenez, reprenez !» Alors les comédiens reprirent. Quant à l'homme à la canne, il avait disparu. Finalement, les spectateurs sortirent du théâtre très contents de cette représentation. Dans la salle s'activaient à présent les gens de ménage et quelques ouvriers qui réparaient les dégâts. Sur scène, les machinistes rangeaient les décors, afin que la troupe des Italiens trouve la place propre pour le lendemain. Comme chaque soir, après la pièce, les comédiens se réunirent dans le bureau de Molière pour compter la recette. Une fois tout installé autour de la table, leur chef demanda « D'après vous, qui a embauché ces agitateurs ? Je parierais qu'il y a de l'hôtel de Bourgogne là-dessous. Nous nous sommes débarrassés de ce Jean-François, leur espion, mais ils n'ont pas renoncé. »« Je sais qui est l'homme à la canne, répondit Michel. Il se nomme Ménéou.
Qui ? Le jeune homme soupira. Je l'ai croisé, enfant, dans la loge de ma mère. C'est un familier de l'hôtel de Bourgogne. Je suppose que ce monsieur a épousé leur querelle. Si vous acceptez, patron, je leur parlerai. Vas-y, accepta Molière d'un ton las. J'en ai assez de ces cabales incessantes. Michel se rendit le soir même à l'hôtel de Bourgogne. Les comédiens nièrent, bien sûr, être à l'origine de ces manœuvres déloyales. « Nous respectons bien trop nos confrères », osa clamer Floridor d'un air faussement indigné. « Et je ne connais aucun Jean-François. »« Monsieur de Ménéhoux serait donc seul responsable » ricana Michel, qui n'en croyait pas un mot. Floridor haussa les épaules, d'un geste fataliste. Sans doute, l'amitié qu'il porte à notre théâtre lui aurait fait perdre la raison. Le jeune homme s'approcha de lui, presque à le toucher. Il le dépassait d'une tête. Il prit un ton menaçant et articula. « Sachez, monsieur, que la prochaine fois, je viendrai vous mettre les points sur les i, de façon moins correcte. Est-ce clair ?» Et il montra son poing fermé. « Les points sur les i », tenta de plaisanter Floridor. Michel ne répondit pas, et il partit en levant son poing une dernière fois, pour bien se faire comprendre. Chapitre 25. Début février 1672. Les cabales cessèrent comme par magie. D'ailleurs, tout alla mieux. Molière et Armande reprirent une vie commune, et les fourberies de Scapin obtinrent un grand succès. L'auteur écrivit ensuite La Comtesse d'Escarbagnas, qu'ils jouèrent devant la cour, puis il réfléchit à une pièce qui se moquerait des femmes qui voulaient trop faire les savantes. Michel était heureux. Il venait de fêter ses 18 ans. Tout lui réussissait. Les rôles qu'on lui donnait le mettaient en valeur. Il était adulé comme acteur malgré son jeune âge et comblé dans sa vie privée. La frivole Hortense inventait toutes sortes de jeux charmants. « Si tu veux t'élever dans la société, lui disait-elle, tu dois posséder une excellente éducation et il te faut, par-dessus tout, ressembler à une gravure de mode. » Elle lui apprit les manières raffinées des nobles de la cour et l'emmena dévaliser les boutiques. Aucune nouveauté ne lui échappait. Voilà peu, elle l'avait même poussé à faire peindre un blason sur les portières de son carrosse. Ses armoiries représentaient un fond argenté à chevrons bleus, parsemé de 3 étoiles d'or. Cela amusa Angien, mais beaucoup moins Molière, à qui ces extravagances déplaisaient. Il ne savait rien de la double vie de son protégé et lui faisait la morale. Tu devrais mettre de l'argent de côté, au lieu de dépenser tous tes cachets en vêtements et en fantaisie. Alors Michel répliquait en riant. Il faut bien que jeunesse se passe, patron. J'ai le temps de faire des économies. Ce soir de février 1672, il se rendit chez Angien, vêtu comme un prince et de fort bonne humeur. Le destin voulut qu'il s'asseye face à Noisy. Les cartes furent distribuées. Le jeu était devenu son gagne-pain tout autant que le théâtre. Il se concentra et commença à mémoriser avec méthode les figures qui tombaient, comme il avait coutume de le faire. « Encore gagné !» s'écria-t-il à l'issue de la partie. Monsieur de Noisy afficha une moue de dépit. Sa blonde épouse était présente ce soir-là, joliment coiffée d'épingles de diamants. Il lui glissa fielleusement. « Je vais finir par penser qu'il y a quelque canaillerie dans ces victoires si souvent répétées. » Michel, tout à son plaisir de rafler la mise, se contenta de plaisanter. « Allons, Noisy, soyez beau joueur. » Mais l'homme prit la mouche. « Monsieur de Noisy, je te prie, baron, nous n'avons pas gardé les vaches ensemble. » Aussitôt, son épouse se mit à pouffer derrière son éventail, tandis que Michel s'empourprait sous l'affront. Hortense vint le sauver de cette situation embarrassante. À peine se furent-ils éloignés que Noisy enrageait. « Ce maraud triche, assurément. Je suis un excellent joueur. Comment cet acteur de rien pourrait-il me surpasser ? Il mérite une bonne correction. » Michel l'entendit. Il accompagna son ami auprès du buffet et se justifia. « Je te jure que je ne triche pas. Je me contente de compter les cartes. » Hortense haussa gracieusement les épaules avant d'engloutir un masse-pain couvert de sucre. « Alexandre de Noisy est un mauvais coucheur, lui dit-elle. Ne le provoque pas, ce fâcheux tient à son honneur par-dessus tout. » Le jeune homme se fit servir un verre et approuva. « Je vais l'éviter, tu as raison, il ne manque pas ici d'autres joueurs. Viens danser, laissons Noisy, il m'ennuie. » Mais, en l'entraînant, elle lui glissa. « Si j'étais toi, mon cher baron, je tâcherais de gagner moins souvent.
La plus élémentaire courtoisie veut que l'adversaire ait une chance. « Je ne peux pas me permettre d'avoir des dettes. »« Eh bien, mon chou, plaisanta-t-elle, si tu en as, foi d'Hortense, je les paierai pour toi. » Noisy, vexé, partit plus tôt que d'ordinaire. Michel, quant à lui, dut jouer aux charades avec les dames, puis déclamer du Corneille en roulant les airs à quelques amateurs de belle diction d'antan. Après quoi seulement le duc l'autorisa à partir. Il avait pris l'habitude de regagner Auteuil à une heure raisonnable afin que Molière ne cherche pas à savoir ce qu'il faisait de ses soirées. Officiellement, il était encore et toujours chez les Beauval. Il prit congé d'Hortense et grimpa dans son carrosse. Cependant, à peine arrivés au premier carrefour, un obstacle les attendait. Au beau milieu de la chaussée, 3 valets en livrée leur firent signe de s'arrêter. Michel, inquiet, se pencha à la fenêtre. À Paris, les rues n'étaient guère sûres une fois la nuit venue. Un peu plus loin, il aperçut une voiture garée dans l'ombre, près d'une lanterne publique. « Descendez !» entendit-il. Il remarqua alors que les 3 individus étaient armés de bâtons. Derrière eux, la portière du carrosse s'ouvrit et une voix ordonna « Rossez-moi ce maroufle !» Les valets s'approchèrent en faisant rebondir leurs bouts de bois dans leurs paumes. Michel s'affola. Ce carrosse, sur la portière, à la lumière de la lampe, il reconnut le blason des Noisy. « Au secours !» cria Antoine son cocher. Mais, malgré ses appels, personne n'apparut aux fenêtres. Puis, voyant que leur agresseur tirait Michel de son siège, Antoine sauta de son banc pour lui prêter secours. « Laissez mon maître tranquille, maraud !» Les 3 hommes attaquèrent, les coups commencèrent à pleuvoir. Michel tenta de dégainer son épée sans y parvenir. Il fut plaqué au sol, dans la boue puante, au milieu des ordures et des excréments. Alors qu'un bâton s'abattait sur son dos, il entendit un rire de femme. Là, dans le halo de la lanterne, il vit, l'espace d'un instant, briller les épingles de diamant de Madame de Noisy. « Cassez-lui quelques dents, ricana son époux, que ce tricheur n'ait plus jamais envie de sourire. »« Non, hurla Michel, fourbe !» Son beau visage, sa gueule d'ange, il se protégea de ses bras, tandis que les coups se succédaient. Puis, alors qu'il pensait que tout était perdu, couché le nez dans la fange, un volet s'ouvrit enfin. « Au guet, au guet !» cria-t-on. Par chance, le cri fut repris par d'autres voix, à d'autres fenêtres, et se répandit par écho. « Partons !» ordonna Noisy. Les valets détalèrent, ils grimpèrent à l'arrière du carrosse qui s'éloigna au trot. Lorsque les soldats arrivèrent, Michel se trouvait à genoux. Ses luxueux vêtements étaient perdus, son visage et son dos lui faisaient souffrir 1000 morts. À son côté, Antoine n'allait guère mieux. « Ça va, monsieur ?» s'inquiéta l'officier du guet en l'aidant à se relever. « Avez-vous été détroussé ?»« Ces balandrins ont toutes les audaces, s'en prendre à une personne de qualité telle que vous. » Michel manqua de se mettre à rire. Devait-il raconter qu'il avait été agressé par un gentilhomme et non par de vulgaires voleurs? Il préféra se taire. « Oui, confirma-t-il, il s'agissait de vauriens, de la pire espèce. Vous nous avez sauvés, merci. Cela ira mieux, lorsque la rage et l'humiliation m'auront passé. »